que le président a été tué. Mais il est vrai aussi que l'assassin a manqué sa cible, car personne ne peut anéantir en une seule journée des années de gloire et de lumière. La voix de l'Amérique, celle qui assène toujours la même histoire. Près de 40 ans après la mort de John Fitzgerald Kennedy, l'Amérique n'oublie pas qu'elle a élu le 7 novembre 1960 un jeune roi, qu'elle trouve beau, un mythe vivant, entouré d'une famille dont chaque mort, chaque scandale apparent, alimente malgré tout la légende. Après tant d'années, je suis absolument fasciné de voir que l'on continue à s'intéresser autant aux Kennedy. Ils sont comme les déchets nucléaires, ils ne meurent jamais. La véritable histoire des Kennedy, c'est un mélange de tragédie antique et de vaudeville. Une pièce magistralement mise en scène et interprétée par un clan, leurs vassaux et leurs ennemis. Une pièce en plusieurs actes, riche en rebondissements, coups de théâtre, liaisons particulières, liaisons dangereuses, inspirée par un roman parsemé d'alliances douteuses, de tentatives de meurtre parfois, de trahison toujours. Lorsqu'on joue au football avec les Kennedy, il faut jouer très très dur, mais il ne faut jamais gagner. Il brûlait la vie par les deux bouts. Son insouciance et les risques qu'il prenait rendaient impossible la réalisation de ses promesses. Si ses promesses avaient été tenues, cela aurait fait plus de bien à son image que l'effort permanent de ses collaborateurs pour dissimuler ce qui était réellement en train de se passer. C'est en maquillant son emploi du temps et en cachant les coups de fil du président qu'ils ont créé autant d'interrogations désastreuses pour son image. John Fitzgerald Kennedy was a scoundrel. Du point de vue moral, le comportement de John Fitzgerald Kennedy était un scandale. L'origine du clan, sa conquête du pouvoir, ses relations avec la pègre, ses histoires de meurtres, ses errements et ses erreurs en politique étrangère, aujourd'hui l'Odyssée Kennedy doit se lire différemment, page par page. C'était un homme trop jeune, trop léger et insouciant que l'on ne pouvait pas prendre au sérieux. Pour la première fois également, un autre regard implacable sur la famille régnante, grâce aux révélations inédites d'anciens serviteurs du plus redoutable adversaire de l'Amérique, l'Union soviétique. Aux États-Unis et en Russie, les mémoires finissent par se réveiller. Les langues de bois se délient, des documents surgissent, des témoins sortent de l'ombre pour la première fois. La face cachée des Kennedy est devenue visible. Acte 1. La Première Guerre mondiale commence ses ravages en Europe. À Boston, un jeune boursicoteur et banquier, fils d'un tenancier de bar d'origine irlandaise, rêve d'ascension sociale. Il épouse Rose Fitzgerald, la fille du maire, se lance dans le cinéma et fait fortune en quelques années. Joseph Kennedy, une figure exemplaire en apparence. Joe était le patron de toutes les activités des Kennedy. C'était un dur, très riche. Il avait été ambassadeur en Grande-Bretagne. Il avait à la fois beaucoup d'argent et de nombreux contacts dans le monde politique. Il était l'homme de l'ombre, toujours là pour toute décision importante. Joseph Kennedy possédait de nombreux talents. Mais une des choses que l'histoire va devoir écrire, c'est qu'une grande partie de son argent, et il était vraiment très riche, provenait de la prohibition et de la vente interdite d'alcool. Ces faits sont confirmés par des gens tels que Frank Costello, une des grandes figures du crime organisé, et par Doc Satcher, un autre grand de la pègre. Tous ont affirmé, à la fin de leur vie, avoir travaillé avec Joe Kennedy dans le commerce illégal d'alcool. Joe Kennedy, homme d'affaires douteux et ami des truands. Pour ces délits, Joe ne sera jamais inquiété. Mieux, il est même nommé ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne en 1937, avant d'être appelé d'urgence en 1941. If I am called an appeaser because I oppose the entrance of this country into the present war, I cheerfully plead guilty. And so must every one of you
who want to keep America out of this war. Joe joue à l'outragé, à l'homme courageux victime de ses opinions. Mais en fait, il n'est pas vraiment diplomate. Ses prises de position en faveur d'une Amérique neutre, dans un pays en guerre, insupportent. Une faute grave, sans oublier les soupçons d'antisémitisme et de contacts répétés avant-guerre avec des responsables de l'extrême droite anglaise et des dignitaires nazis. Aussi injustifiable que ces bourdes diplomatiques, M. l'ambassadeur Joseph Kennedy continuait ses activités de marchand d'alcool, faisant acheminer vers les États-Unis 200 000 caisses de whisky. Le MI5, le service de contre-espionnage britannique, surveillait les activités de Joe. L'ambassade américaine était sur écoute. Le sujet reste sensible. Les archives du MI5 ne sont toujours pas déclassifiées, donc inaccessibles. Piètre diplomate, remarquable homme d'affaires, mais Joe Kennedy devient, du moins officiellement, persona non grata dans la vie politique américaine. Joe Kennedy était un homme très puissant dans le monde politique. À mon avis, je pense qu'il était même collaborateur avec les nazis. Il était férocement contre l'engagement des États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne, et ce au détriment de sa réputation, de sa famille et de tout le reste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point l'Angleterre était contente d'être débarrassée de lui. Il n'arrêtait pas de dire à Roosevelt de ne pas s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale, au moment même où l'Angleterre avait si désespérément besoin de notre aide. Une affirmation étrange dans la bouche d'un ancien avocat de la mafia? Non, McDonnell sait de qui il parle. Il sait que Joe a commis des fautes, qu'il devra payer cette fois-ci. Joe semble abandonner ses prétentions politiques. Le patriarche est grillé. À ses fils de reprendre le flambeau, avec la poigne du père dans le dos. Pour accéder aux plus hautes marches du pouvoir, il faudra attendre de longues années. Mais la famille ne recule devant rien. Pas même de lier son destin, une nouvelle fois, à celui d'une autre famille, celle du crime organisé. La mafia, sous les traits de Sam Giancana, le parrain de Chicago, un des héritiers de Capone. Comment se fait-il que Joe Kennedy, qui a quasiment fait les mêmes choses que mon père, soit autant vénéré et respecté par la grande majorité du public? Si mon père n'est pas parvenu à fonder une dynastie, c'est simplement parce qu'il n'a pas eu de fils. Il n'a eu que des filles. Comme vous le savez, la mafia n'est pas égalitaire. Je vous garantis que si mon père avait eu des fils, nous aurions notre dynastie, comme les Kennedy. Joe, les Kennedy et la pègre. Joe est Sam Giancana, alias Mooney, face de lune. Comme Joe, Mooney a construit sa fortune grâce à la prohibition. Malgré une soixantaine d'arrestations sur son CV, le parrain de Chicago dirige également les salles de jeu clandestines de Las Vegas et de la Havane. À la fin des années 50, il brasse des millions de dollars et contrôle les syndicats de Chicago. Acte 2. Kennedy, Giancana, à huis clos, la première rencontre a lieu pendant l'hiver 59 à Chicago, au 5e étage de ce bâtiment. L'immeuble en question n'est autre que le palais de justice. Dans quelques semaines, des élections primaires, décisives pour assurer la nomination de John Kennedy contre Hubert Humphrey, vont avoir lieu dans l'Illinois. Un fief protestant que John le catholique doit enlever pour rallier le Parti démocrate à sa cause. Pour assurer la victoire, Papa Joe demande à Giancana de rameuter le banc et l'arrière-banc du syndicat du crime. Cette discussion portait uniquement sur l'aide que Sam Giancana pouvait apporter à Kennedy pour qu'il soit élu président. Sam pouvait mettre des hommes dans tous les arrondissements et circonscriptions de Chicago, notamment dans le secteur ouest. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il avait 200 hommes sur le terrain. Ils ont mis leur voiture à disposition afin que le maximum de gens en faveur de Kennedy puissent se rendre au bureau de vote. Ils ont vraiment tout fait pour les aider. Et c'est comme ça que Kennedy a gagné les élections dans l'Illinois et à Chicago. La mafia a-t-elle joué un rôle dans les élections de 1960? Oui. En Virginie occidentale, dans l'Illinois.
dans les primaires comme lors des élections présidentielles. Sans la pègre, Kennedy aurait probablement perdu les élections. En coopérant et en aidant les Kennedy, mon père espérait qu'il lui foutrait la paix pour faire ce qu'il avait à faire. La mafia ne se contente pas d'assurer la logistique. Faux électeurs, électeurs achetés, caisses noires, le soutien du milieu est sans faille. Un trucage confirmé par un journaliste. Lui et d'autres ont essayé à l'époque de révéler ce scandale, peine perdue. Son quotidien, le fameux Wall Street Journal, n'a pas voulu sortir l'affaire. Aujourd'hui, il ne reste plus à Roscoe Seaborn qu'un dossier enterré. Tout ce qui reste d'une enquête de 5 semaines. Nous avons découvert, aucun doute là-dessus, que d'énormes sommes d'argent avaient été versées par des représentants de Kennedy afin de contrôler les appareils politiques locaux. Nous connaissions les personnes. Nous savions qu'ils représentaient les Kennedy. Mais nous n'avions pas les dates des échanges à un endroit donné, à un moment donné. Déclarations signées, certifiées exactes à l'appui. Normalement, on n'en a pas besoin. On fait témoigner les gens, ils vous donnent les informations qu'ils possèdent. Vous arrivez ensuite à un jugement sur la véracité de ce qu'ils disent et vous sortez l'histoire. Je crois qu'ils étaient très réticents à le faire pour imposer de telles conditions. Roscoe n'a pas pu se payer le candidat démocrate Kennedy. La preuve qui lui manquait, le FBI la détenait. La preuve de la collusion entre le futur président des États-Unis et le syndicat du crime. La preuve que la démocratie était déjà bafouée. Le FBI n'est pas intervenu. Son ancien numéro 2, l'âme damnée de John Edgar Hoover, se sent autorisé aujourd'hui à en parler. Il a été établi avec certitude lors d'une écoute téléphonique, excusez-moi, disons plutôt grâce à nos micros, que la mafia de Chicago avait donné environ 25 000 $ pour la campagne de Kennedy. 25 000 $, environ 3,5 millions de francs. Une somme très importante à l'époque. Le prix de la manipulation. Le FBI n'inquiétera ni les Kennedy, ni les mafieux. Pourquoi? Une façon peut-être pour le maître absolu du Bureau fédéral d'investigation, John Edgar Hoover, de disposer de dossiers compromettants. Au cas où, à l'avenir, les Kennedy essaieraient d'avoir sa peau. Acte 3. La démocratie trompée. Le 7 novembre 1960, celui qui est devenu JFK remporte les élections présidentielles. Le clan a gagné son pari, investir la Maison-Blanche. Avec dans l'ombre, l'homme qui avait tout misé pour que le destin de John s'accomplisse, Joe Kennedy. L'expert S. vice-président de fait. C'est Joe Kennedy. C'est le vieux qui choisissait les membres du cabinet de John. Cette photo de nous a été prise le jour où Joe m'annonça qu'il voulait que son fils Bob soit nommé ministre de la Justice. Il ne voulait pas d'avis contraire. C'était comme ça, point final. Il ne resta plus à John qu'à dire « oui, monsieur ». Et c'est ainsi que Bobby fut nommé ministre de la Justice. En nommant son fils Robert ministre de la Justice, le deuxième homme le plus puissant du pays, Joe fait coup double. 1. Il préserve le clan d'éventuelles enquêtes sur le trucage des élections et leur lien avec la pègre. 2. Il tire les ficelles du pouvoir. Au sommet du pouvoir, tous les Kennedy vont devoir affronter l'entrée en scène d'un géant dans leur vie. Un autre regard, celui d'un adversaire redoutable, va épier en permanence le plus souvent à leur insu les nouveaux maîtres de l'Amérique. L'Union soviétique, affaires publiques, affaires privées, espions, agents doubles, conseillers du Kremlin ne vont plus lâcher les Kennedy, du début à la fin de leur règne. Pour la première fois, un ancien officier du groupe, le service très secret de renseignement de l'armée soviétique, accepte de témoigner. Viktor Lyubimov était en poste aux États-Unis. Aujourd'hui, il est consultant des services secrets.
Évidemment, pour nous, il était important d'établir des contacts avec la nouvelle administration américaine. Et quand on a demandé à qui il fallait en parler, on nous a répondu au père du président, Joe Kennedy, que vous trouverez en France sur la Côte d'Azur. C'est lui qui s'occupait des intérêts économiques des États-Unis. Et pour les Kennedy, les intérêts économiques de l'Amérique sont menacés. D'autant plus que le danger n'est qu'à 40 km des côtes de la Floride. L'île au diable, Cuba, avec Castro, qui a pris le pouvoir depuis un an, chassant toute présence américaine, notamment la mafia, qui avait transformé le pays en un gigantesque casino et bordel. À peine arrivés, les Kennedy voient rouge. Ils veulent régler le problème cubain. Il y a urgence. Cuba était un des thèmes de campagne de John et les soviétiques sont déjà dans la place. Then I want it clearly understood that this government will not hesitate in meeting its primary obligations, which are to the security of our nation. Should that time ever come, we do not intend to be lectured on intervention by those whose character was stamped for all time on the bloody streets of Budapest. Se débarrasser de Castro et de son régime, voilà ce qu'on nous demandait de faire. Lorsque je demande à mon chef, Dick Bissell, ce qu'il entend par là, il me répond « il n'y a aucune limite. Nous devons faire preuve d'imagination. Donnez la définition que vous voulez. Ils veulent simplement le voir disparaître. Mais personne n'a jamais utilisé le mot « tuer » ou « assassiner ». Ce n'est pas le genre de vocabulaire qu'on utilise. Pas la peine. Drôle de vocabulaire, en effet. On nous demandait, ils veulent le voir disparaître. Ils, les Kennedy. Pas question de parler officiellement de tuer, d'assassiner le leader Maximo, d'éradiquer la menace communiste. Castro est protégé par le grand frère soviétique. Il faut être discret. Tous les moyens sont bons. Quitte à pactiser une fois de plus avec cet allié de l'ombre qui a déjà rendu service au clan Kennedy. La CIA m'a demandé de contacter Rosselli afin qu'il voie si certains de ses associés de la mafia seraient prêts à participer à l'assassinat de Fidel Castro. Je dois vous dire que cela ne m'enchantait pas. Mais je me suis laissé convaincre par les autorités de la CIA. Ils m'ont expliqué que Castro mettait en péril la sécurité de notre pays et qu'en réalité, nous étions alors en guerre contre Cuba. Robert Maheu a cité Johnny Rosselli, un as du meurtre de la mafia de Chicago. Son patron, une vieille connaissance des Kennedy, Mooney, Sam Giancana. Rosselli, Giancana et Robert Maheu. Tous trois se retrouvent à plusieurs reprises au restaurant du prestigieux hôtel Fontainebleau à Miami. Entre deux verres, ils mettent au point l'assassinat de Castro. Ils ont d'abord pensé pouvoir le faire avec des armes à feu, mais personne ne voulait prendre un tel risque. Ils ont alors décidé d'utiliser un poison, agissant avec retard. Cela ne fait aucun doute que Sam Giancana recevait de l'argent de quelque part à Washington pour assassiner Castro. Ça l'amusait beaucoup. Il recevait l'argent et il en riait. Les pilules de poison m'ont été données dans des emballages plastiques par la CIA et moi, je les ai données à Rosselli. Robert Maheu, ex-agent spécial du FBI, ex-barbouze de la CIA, a été entendu en 1975 par une commission d'enquête
chargé d'évaluer le rôle des Kennedy dans plusieurs tentatives d'assassinat sur des chefs d'État jugés hostiles à l'oncle Sam. Son témoignage a été enterré. Le ministre de la Justice, Robert Kennedy, est venu nous voir et a informé M. Hoover sur ce que la CIA a essayé de mettre en place, en liaison avec Mo Giancana et le crime organisé de Chicago pour assassiner Castro. Nous étions totalement contre. De notre point de vue, c'était totalement condamnable. Pourquoi? Pour nous, c'était traiter avec le serpent, l'ennemi. Et cela pourrait sérieusement compromettre les enquêtes sur la mafia que nous tentions de faire aboutir. S'associer au crime organisé et leur être redevable nous semblait une très mauvaise chose. Et en ce qui nous concerne, nous étions contents de n'avoir rien à voir avec tout ça. L'opération a suivi son cours. Ils ont trouvé une femme qui, selon eux, faisait l'affaire. Mais au dernier moment, ça ne s'est pas fait, elle n'a pas eu le courage. Acte 4. Castro, la CIA, la mafia et les Kennedy qui s'offrent une nouvelle fois un double visage inquiétant. D'un côté, une lutte officielle impitoyable, martelée publiquement par Robert Kennedy contre le crime organisé. Un complot d'assassinat politique orchestré avec les mafieux de l'autre. La première tentative d'assassinat se solde par un échec. Elle se prolonge par un fiasco. Les Kennedy s'offrent un jour J minable, la baie des cochons. Une opération préparée au printemps 61 par la CIA et la mafia encore. L'État américain et le crime organisé investissent des millions de dollars. Objectif, reprendre Cuba. Nous étions alors certains que Kennedy allait sauver le monde du communisme, qu'il allait ramener la démocratie et résoudre le problème de Cuba. On était prêt à gagner ou à mourir. Jamais on n'aurait cru qu'on perdrait. Parce qu'ils ont été lâchés, trahis par la Maison-Blanche. Les anticastristes, une petite armée de quelques milliers d'exilés cubains, entraînés par la CIA, ont été victimes d'une succession d'erreurs impardonnables pour les quelques rescapés de la baie des cochons. Ils acceptent aujourd'hui d'en parler. La grande erreur, la trahison de Kennedy, c'est de ne pas avoir suivi le plan prévu. C'est d'avoir annulé l'appui aérien. Avec une telle décision, il fallait absolument annuler le débarquement. C'est évident que nous allions au désastre. C'était une décision criminelle et sanglante contre une brigade qui lui était totalement dévouée. C'est une trahison, c'est lâche, et ça c'est Kennedy. On nous avait garanti une couverture aérienne pour pouvoir débarquer, que l'aviation cubaine serait détruite, que nous ne devions pas en avoir peur. Cela ne s'est jamais produit. L'aviation cubaine nous a bombardés dès le début. Elle a coulé plusieurs des bateaux qui transportaient nos munitions et notre approvisionnement. Elle nous a attaqués sur la plage. Nous n'avons jamais été en mesure de former une véritable unité d'attaque. La décision d'annuler le raid aérien fut prise par Kennedy à la dernière minute. Une fois cette décision prise, il fallait immédiatement annuler au plus vite l'invasion. Nous avons laissé ces gamins débarquer sur les plages, alors qu'il était absolument évident que sans ces deux éléments, on allait droit au massacre. C'est une forme d'assassinat. Lorsque nous nous sommes repliés sur la plage, on s'est rendu compte que nous ne serions pas évacués, que nous étions seuls, qu'il ne nous restait plus qu'à nous défendre, chose que l'on ne pouvait pas faire parce qu'il ne restait plus rien pour nous battre. Viva la Unión Soviética! Patria o muerte. Rodina el smert. Venceremos.
Notre propagande était ravie, et nous sautions de joie. Nous étions parvenus à piétiner les Américains, qui s'étaient ridiculisés aux yeux du monde entier. Nous nagions dans le bonheur. Des hommes en colère, incrédules ou exultants, mais d'autres savaient que les Kennedy n'étaient pas qu'obsédés par Castro. Kennedy me demandait de faire des voyages non officiels pour lui. Le ministère des Affaires étrangères arrangeait mes voyages. J'ai fait toute l'Amérique du Sud et centrale comme ça. Mes missions consistaient à rencontrer les chefs d'État de différents pays pour voir s'ils nous étaient sympathiques ou pour évaluer lesquels pouvaient devenir des dictateurs, lesquels nous devions entretenir ou pas. Au peuple américain, JFK parlait de progrès, d'un nouveau contrat social, de respect des minorités et des droits civiques. Côté pile. Côté face, des idées qui ne s'appliquaient pas à l'extérieur. Dick Bissell, qui commandait alors le service clandestin de la CIA, a été chargé de créer une cellule d'action destinée à intervenir n'importe où dans le monde. Le rôle de cette cellule était d'éliminer tout chef d'État encombrant. Et c'était au président de décider s'il fallait le faire ou pas. Dès 1961, il approuve la création de l'unité ZR Rifle, la version politique étrangère du syndicat du crime, une bande d'assassins estampillés CIA chargée d'éliminer certaines figures d'un tiers-monde émergent. Ce document exceptionnel révèle l'existence de cette unité secrète. Extrait du rapport de la commission d'enquête sur la responsabilité des Kennedy dans cette cellule d'assassinat. Assassinat de Castro. Bissell parle. Je ne me souviens pas de lui avoir demandé de reconduire l'opération, mais je me souviens de lui avoir donné l'ordre de procéder à la mise en place des projets nommés ZR Rifle, afin de développer et de planifier leur aptitude. Question du président de séance. Serait-il exact de dire que vous présumez que votre directeur avait informé le président du projet d'assassinat? Réponse de Bissell. Je présume qu'il lui avait au moins fait comprendre. Ils m'ont demandé de trouver un moyen pour assassiner Patrice Lumumba. Et ils m'ont envoyé du poison et d'autres petites choses encore. Du poison à mettre dans son dentifrice ou dans sa nourriture, je ne me souviens plus très bien. Car je n'avais pas l'intention de le faire. J'ai tout jeté dans le fleuve Congo. Lawrence Devlin n'a pas utilisé le poison. Un autre l'a peut-être fait à sa place. Patrice Lumumba est mystérieusement assassiné le 17 janvier 1961. Lumumba, mais aussi Rafael Trujillo, le dictateur de la République dominicaine. La veille de son assassinat par balle, il reçoit la visite de George Masters, l'émissaire secret du président. Une coïncidence, sans doute. Trujillo, mais aussi Ngozi Diem, le président du Sud-Vietnam. Plusieurs balles dans la tête, un meurtre qui reste officiellement toujours inexpliqué. Des cadavres, jamais de tueurs. Acte 5. Le portrait de famille reste idyllique. Le poids du pouvoir s'assume avec le sourire. Les Kennedy s'emploient à entretenir l'image d'une maison qui doit rester blanche. Madame Kennedy nous a montré les changements qu'elle a réalisés à la Maison-Blanche. Que pensez-vous de ces changements? Je pense que les efforts qu'elle a réalisés permettent de rentrer encore plus intimement en contact avec les hommes qui ont vécu ici. Madame Kennedy, passez-vous beaucoup de temps dans la chambre Lincoln? C'est ici que nous vivions lorsqu'ils étaient en train de repeindre nos appartements.
J'adorais cette chambre. C'est le côté ensoleillé de la maison. Et dehors, il y a les magnolias. Mais les Kennedy sont loin de consacrer tout leur temps à la bonne conduite du pays. Les 1055 jours passés à la Maison-Blanche l'ont plus souvent transformée en maison close. À la Maison-Blanche, il y a une piscine. Et ça, les gens ne le savent pas. Kennedy y amenait de jolies filles et leur demandait d'enlever leur maillot de bain. Il passait son temps à leur courir après. Allez, rentrez dans la piscine. Non, non, on ne veut pas être nus. Alors rentrez dans la piscine, leur disait-il. Enlevez vos maillots dans l'eau et lancez-les sur le bord. Puis il les ramassait tous. Et quand elles ressortaient, celui-là est à toi, celui-ci est à toi. Il les redistribuait et en profitait pour les regarder toutes, les unes après les autres. Il aimait, ça le faisait rire. Elle aussi finissait par rire. On s'amusait vraiment bien. Tout ça en pleine Maison-Blanche. Comment Jackie pouvait-elle imaginer que ceux qui ouvraient la porte de sa voiture en lui souhaitant la bienvenue à la Maison-Blanche venaient tout juste de raccompagner ses maîtresses de la piscine? Je n'aimais pas du tout ça. Je n'aimais pas la façon dont elle était traitée. En bon agent du service secret, l'agence chargée de la protection rapprochée du président, Larry Newman n'a jamais révélé ce qu'il a vu et entendu. 40 années de bons et loyaux services, à se taire, sans pourtant oublier. C'était plus surprenant que choquant. Mais au-delà, ce qui me surprenait le plus, c'est le nombre d'amis et de membres de son équipe qui semblaient encourager ce genre d'activité pour satisfaire au mieux les désirs et caprices du président. Kennedy utilisait toutes les femmes qu'il rencontrait. Pour lui, ce n'étaient pas des personnes, c'étaient des jouets. De son point de vue, les relations qu'il entretenait avec elles ne l'engageaient donc en rien. Il y en avait tellement et à tellement d'occasions. Un des organisateurs des sorties du président, c'était Pierre Salinger. C'était vraiment un de ses plus proches amis. C'est lui qui organisait leurs petites fêtes très privées entre copains. Ils étaient tout un groupe, toujours les mêmes. Il aimait tout ça. Encore un soviétique bien renseigné. Il pointe Pierre Salinger, le grand metteur en scène de la saga du clan, l'éternel promoteur d'un film culte, La face sympa des Kennedy. Les propos de Léonid Zamiatin lui sont lus. Ils étaient tout un groupe, toujours les mêmes. Comment réagissez-vous à cela? Vous voulez parler de Jackie? Non, de John, le président. Et Jackie alors? Sa femme? Car il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait à cette époque-là. C'était une de mes grandes amies et on travaillait beaucoup ensemble. Elle ne voulait pas que les journalistes fassent des photos de John Jr. et de Caroline. Parce qu'elle prétendait qu'ils étaient dehors ou... Elle voulait que j'empêche les journalistes de les prendre en photo. Mais John Kennedy voulait que les photos soient faites. Et lorsque Jackie est allé en Inde et au Pakistan, Kennedy m'a appelé au bureau et m'a dit « Maintenant, on va pouvoir faire beaucoup de photos ». C'est là que les photos ont été faites, dans la Maison-Blanche, dans son bureau. Ce sont ces photos où l'on voit John Jr. et Caroline ensemble avec John Kennedy. Pour donner une image d'un bon père de famille? Oui, exactement. Et ça, c'est votre réponse aux soviétiques? Oui. Une autre façon de tromper allègrement sa femme et tout un pays. Les proches participent ou se taisent. La presse est savamment muselée. Pas question de parler des jolies poupées qu'on jette après usage et soigneusement cachées.
Scène connue. Interprétation libre de Marilyn, l'une des maîtresses finalement reconnues par l'histoire. Mais l'histoire dit-elle qu'elle ne fut qu'une des centaines d'actrices, starlettes, prostituées de luxe, qui contribuèrent à soulager la frénésie sexuelle du président. Et l'histoire connaît-elle l'existence d'une de ses maîtresses, Judith Campbell, que JFK partageait avec une vieille connaissance, Mooney, Giancana, encore lui. Partage d'une femme et d'un objectif, car à ce moment-là, Face de Lune participe lui aussi aux préparatifs d'invasion de Cuba. Elle couchait avec les deux hommes, c'est admis. Elle l'a même avoué. C'était une des plus belles femmes quand elle avait la vingtaine. Je ne peux pas reprocher ça à Kennedy. Il faut dire qu'il avait tendance à courir après tout ce qui bouge. Il en a vraiment eu de très belles. Je crois qu'elle était vraiment plus amoureuse de Kennedy que de mon père, Sam. C'est vrai qu'elle transportait des choses dans des valises de Washington à Chicago et de Chicago à Washington. Ce qu'il y avait exactement dans ces valises reste pour moi un mystère. Judith Campbell a reconnu des années plus tard qu'une de ces valises aurait contenu de l'argent. Autre hypothèse, le mystérieux contenu n'était autre que des documents sur Cuba que la mafia faisait parvenir à la Maison-Blanche. La mafia croyait qu'elle n'avait pas seulement fourni à Kennedy de l'argent et des votes, mais aussi des femmes. Et qu'a-t-il fait ? Il s'est retourné contre eux. Je crois qu'on peut dire que les escapades avec Judith Campbell, celle-ci en particulier, pas les autres, parce qu'elle était liée à la mafia, ont sans doute contribué à leur sentiment de trahison. Les relations qu'elle entretenait avec la mafia et le crime organisé en même temps que sa liaison avec le président Kennedy nous consternaient et nous posaient vraiment de sérieux problèmes. Après que le président ait rencontré plusieurs fois Judith Exner, M. Hoover en a parlé à Bobby Kennedy et plus tard au président. Le président lui a dit qu'il cesserait de la voir, ce qu'il a fait dans un premier temps, mais il l'a revue 2 ou 3 fois après. Nous savions tout cela. Mais au KGB, on ne s'abaissait pas à ce niveau. On n'aurait jamais fait chanter un président parce qu'il couchait avec une autre femme. En plus, nous n'allions pas provoquer les Américains là-dessus, car nous ne voulions pas qu'ils nous provoquent en retour. Faux, monsieur le chef du KGB. Un document d'archives du FBI récemment déclassifié montre que le bloc soviétique a su utiliser les frasques de JFK. Voici le dossier d'une certaine Hélène Romech, une habituée des parties fines de la piscine de la Maison-Blanche. Dossier accessible, malheureusement noirci au préalable par la censure. Qui fut chargé de l'enquête ? Monsieur le numéro 2 du FBI en personne, Carta Deloche. Le FBI savait qu'Hélène Romech, disons-le plutôt comme ça, beaucoup de preuves nous permettaient de penser qu'Hélène Romech était une espionne est-allemande. En conséquence, nous suivions ses activités de très près. On connaissait sa relation avec le président, mais nous avons été totalement coupés de tout ce qui a pu lui arriver après son renvoi en Allemagne de l'Est. Et je n'ai que des rumeurs. Et je ne répète pas les rumeurs. Il y a eu un précédent. Quand Kennedy était dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait une liaison avec un individu du nom d'Inga Harvad. À l'époque, elle était identifiée comme un espion allemand. Elle n'a jamais été inquiétée, il n'y avait pas assez de preuves pour ça, mais elle le visitait à différents endroits, en Virginie, en Caroline du Sud. C'est probablement une des raisons pour lesquelles Kennedy fut transféré de la base opérationnelle de Charleston, en Caroline du Sud, vers le Pacifique Sud. Ça posait parfois de sérieux problèmes de sécurité parce qu'on ne connaissait rien des gens qui venaient de manière non officielle dans la suite présidentielle. Les femmes qui venaient, on ne savait pas ce qu'elles pouvaient avoir sur elles. Or, nous étions en pleine guerre froide. Si le président Kennedy avait voulu inviter Mme Khrouchtchev à la piscine de la Maison-Blanche et l'amener dans ses appartements, le service secret n'aurait rien pu faire.
Acte 6. Madame Khrouchtchev ou une Mata Hari des années 60, comme Hélène Rometsch, ne suffisent pas à inquiéter au plus haut niveau de l'État, ni même l'entrée en scène d'un certain Georgi Bolchakov. La CIA m'avait informé que Bolchakov était un agent du KGB. Ils avaient vu qu'il l'était lorsqu'il était en Union soviétique. Mais je ne crois pas qu'il travaillait comme agent aux USA. Pour nous, il dirigeait un journal. Mais Bolchakov a surtout un autre dessein, infiltrer le clan Kennedy. Présenté par l'ambassade soviétique à Washington, Bolchakov permet à John et Bob de s'adonner à une de leurs passions, la diplomatie secrète. Il doit servir d'intermédiaire pour une rencontre entre Khrouchtchev et Kennedy. Les Kennedy pensent disposer d'un allié, mais en réalité, ils font entrer à la Maison-Blanche une taupe, un agent des services secrets de l'armée rouge. C'était un bon journaliste, un homme de terrain qui ramenait beaucoup d'informations. Mais l'essentiel n'était pas vraiment là. Bolchakov était surtout un agent secret du GRU, chargé de s'intéresser à tout. Puis on lui a demandé de s'occuper uniquement de Robert Kennedy. En quelques mois, Bolchakov devient l'interlocuteur privilégié des Kennedy. Officiellement, il n'existe pas. Pourtant, tous les rapports diplomatiques Kennedy-Khrouchtchev passent par lui. Décédé à Moscou en juillet 89, Bolchakov est mort sans jamais avoir parlé de ses années à la Maison-Blanche. À sa place, un homme peut divulguer de précieuses informations, un de ses anciens amis et collègues du GRU, qui a pu pour la première fois consulter le dossier Bolchakov, toujours classé secret. Ils communiquaient ensemble tous les jours, au téléphone ou au ministère. Ou alors, Robert et Bolchakov allaient à la maison de campagne des Kennedy pour se retrouver en tête-à-tête. C'est comme ça qu'ils sont devenus de bons amis. Toutes les informations recueillies par Bolchakov partaient directement à Moscou, aux autorités du renseignement militaire. Elles étaient ensuite communiquées au ministère des Affaires étrangères. Notre ambassade aux États-Unis n'en recevait qu'une copie, nettoyée par le ministre Gromyko en personne. Naïveté, inconscience, incompétence, tout cela atteint son sommet à celui de Vienne le 3 juin 61. Et tout cela va se payer. Le monde entier écarquille les yeux et croit contempler un moment historique. La première poignée de main entre les deux cas après des mois de tractations secrètes. Point d'orgue officiel de cette rencontre, régler l'épineux problème du partage de l'Allemagne et de Berlin. L'homme à qui John Kennedy serre la main avant d'entrer en réunion n'est autre que Viktor Soukhodrev, un témoin capital. Ce que Khrouchtchev ne supportait pas chez Kennedy, c'était ses manières d'intellectuel. Trop poli, trop mou dans sa façon de parler. Ses attitudes d'homme du monde. Il percevait Kennedy comme quelqu'un de faible. Kennedy cherchait toujours à aplanir les choses. Il voulait trouver un accord, une forme de coexistence, bien qu'il ne prononçât jamais le mot. Il cherchait le moyen de réaliser un partage équitable du monde, déterminé autour des principales zones d'influence de chacun des deux blocs. Khrouchtchev est devenu fou furieux. Quoi ? Nous devons partager le monde? Qui peut nous empêcher d'aider Cuba? Vous voulez nous obliger à cesser toutes nos aides à Cuba et à Fidel Castro? Que vont penser les autres pays et tous ces peuples en lutte pour leur libération nationale contre l'Amérique? Puis il s'est lancé dans un discours fleuve sur l'impérialisme américain. Le sommet de Vienne se solde par un cuisant échec. Selon certains collaborateurs de Kennedy, le président en pleura. Qu'aurait-il fait s'il avait su que cette fois-ci, il n'avait même pas pu faire illusion?
Les agents du GRU infiltrés à Washington et en Europe avaient procuré à Khrouchtchev les plans d'attaque de l'URSS par les forces de l'OTAN. Échec et mat. Khrouchtchev entendait bien que Kennedy cherchait l'apaisement à tout prix avec l'Union soviétique. Mais les documents que possédait Khrouchtchev montraient un décalage énorme entre ses paroles et les faits exposés dans le document. Après la rencontre, nous sommes allés avec Khrouchtchev et Gromyko à la résidence de notre ambassadeur en Autriche. On s'est promené dans le jardin. Khrouchtchev nous fit part de ses impressions et il prononça d'une traite la phrase suivante. Oui, je plains vraiment le peuple américain d'avoir un tel président. L'Europe est également à plaindre. Dès le mois d'août 61, le rideau de fer est tiré. La guerre semble proche. 10 000 personnes par semaine cherchent à échapper au piège. The source of world trouble and tension is Moscow, not Berlin. And if war begins, it will have begun in Moscow and not Berlin. For the choice of peace or war is largely theirs, not ours. Un discours sans ambiguïté. L'URSS est l'unique responsable du mur de la honte. JFK regarde le monde libre droit dans les yeux. Le président ne peut être que sincère. L'oncle Sam a le beau rôle. Ces cartons contiennent probablement une autre vérité. Les dizaines de lettres échangées à l'époque entre Khrouchtchev et Kennedy. Des lettres où l'histoire s'écrit différemment. La Maison-Blanche et le Kremlin se seraient mis d'accord pour que le mur de Berlin soit construit. Contre quoi? Ces documents restent confidentiels. À moins que la famille Kennedy ne donne son accord. Dans quelques siècles peut-être. Lorsque Bolchakov remet la première lettre de Khrouchtchev à Salinger, celui-ci l'ouvre devant lui et lui dit « C'est bien ». Ça, c'est un pas en avant de l'Union soviétique. Dans sa réponse, Kennedy fait lui aussi un pas en avant, en reconnaissant la frontière de l'Allemagne de l'Est et la construction du mur de Berlin. C'était un statu quo. Il y a eu 45 lettres entre Kennedy et Khrouchtchev. Et seulement 5 de ces lettres ont été rendues publiques aux États-Unis. Les 40 restantes sont toujours cachées. Et ça serait vraiment très important pour les États-Unis et le reste du monde de les voir, afin de pouvoir comprendre ce que Khrouchtchev et Kennedy faisaient en écrivant ces lettres. Acte 7. Match nul? Pas encore. Il faut une victoire à tout prix. Pour les Kennedy, Cuba redevient une cible privilégiée. Ils pensaient qu'il fallait trouver le moyen de laver leur nom. Ils utilisaient tous les moyens pour ça, et pas que la CIA. L'opération Mangouste, par exemple, c'était le nom de code donné à toutes leurs activités contre Castro. Il n'y avait pas que la CIA à être mobilisée. Tout le monde était impliqué. Les ministères de la Défense, des Affaires étrangères, du Commerce, des Finances, tout le monde. Début 62. L'opération Mangouste est lancée. Attentat à l'explosif à Cuba. Simulation d'invasion dans les Caraïbes. Espionnage aérien de l'île, jour et nuit. Au mois de mai, les avions de la CIA repèrent des rampes de lancement de missiles en pièces détachées, acheminées par des navires soviétiques. Infiltrés, l'opération Mangouste se casse pourtant les dents. Khrouchtchev a encore un coup d'avance. L'affaire de la crise des missiles commence. Cette fois-ci, Kennedy se veut inflexible. I have directed that the following initial steps be taken immediately. First,
To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. L'escalade. Dans chaque camp, aucun compromis ne semble possible. La Troisième Guerre mondiale montre ses têtes nucléaires. Du côté américain, l'état d'alerte général est instauré. Ce qui se passait à Moscou, comme me l'a raconté plus tard Kuznetsov, Khrouchtchev faisait dans son froc. Dimanche matin, un message parvient à la Maison-Blanche en provenance de Moscou. Le secrétaire de presse Pierre Salinger annonce que le premier secrétaire Khrouchtchev a accepté de retirer ses missiles de Cuba. Et il lit la réponse de M. Kennedy à Khrouchtchev. Le président a déjà quitté la Maison-Blanche pour assister à la messe de sa paroisse. Pour remercier Dieu ou pour lui confesser que la confrontation était devenue en fait une négociation. Parce qu'aux yeux des hommes, Kennedy a gagné son bras de fer, remporté une victoire totale. Les soviétiques ont perdu la face, version officielle. L'autre version présente une réalité, une fois encore, tout à fait différente. Khrouchtchev a beaucoup perdu, parce qu'après la crise, toute la presse mondiale a écrit qu'il avait cédé, qu'il avait retiré ses missiles, un point c'est tout, que c'était une victoire totale des Kennedy. Personne ne savait alors qu'en réalité, il y avait eu un véritable échange. C'est Kennedy qui avait exigé que cela ne se sache pas. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il y avait eu en échange le retrait des missiles américains de Turquie. Le fait est qu'on devait absolument trouver le moyen de se sortir du piège dans lequel on s'était fourvoyé. Un blocus autour de Cuba, des missiles nucléaires sur l'île et d'autres en route, c'était la Troisième Guerre mondiale. Que sommes-nous prêts à payer pour sortir de là? Donnez-moi un prix. Je suis prêt à le payer. Si le sacrifice de quelques missiles en Turquie suffit à sauver la face, je les retire immédiatement. Contre le retrait des missiles de Cuba, Khrouchtchev a non seulement obtenu le retrait des missiles Jupiter de Turquie, le maintien des conseillers militaires soviétiques à Cuba, mais en plus, surtout, la promesse formelle que les Kennedy cesseraient toute attaque contre l'île. Promesse non tenue. On se sentait un peu comme des galériens qu'on fouettait. Les Kennedy nous poussaient, encore, encore et encore. Après la crise des missiles, on a été tranquille pendant 2 mois. Les choses s'étaient calmées. Puis tout d'un coup, c'était reparti. En janvier 63, c'était reparti. Un dernier document, récemment déclassifié par le ministère américain de la Défense. Nom de code, au plan 380-63. Objectif, Cuba. Modalité d'exécution, infiltration, subversion, opération de guérilla, organisation d'attaque contre la base de Guantanamo afin de justifier une riposte. Date d'exécution, 3 août 1964. JFK croyait connaître la date du dernier acte. Il se joue en fait le 22 novembre 63 à Dallas, Texas. Trop de compromis, trop de mensonges, trop de trahisons, trop d'ennemis. Mais ceci est déjà une autre histoire. Que le président a été tué. Mais il est vrai aussi que l'assassin a manqué sa cible, car personne ne peut anéantir en une seule journée des années de gloire et de lumière. La voix de l'Amérique, celle qui assène toujours la même histoire. Près de 40 ans après la mort de John Fitzgerald Kennedy,
L'Amérique n'oublie pas qu'elle a élu le 7 novembre 1960 un jeune roi, qu'elle trouve beau, un mythe vivant, entouré d'une famille dont chaque mort, chaque scandale apparent, alimente malgré tout la légende. Après tant d'années, je suis absolument fasciné de voir que l'on continue à s'intéresser autant aux Kennedy. Ils sont comme les déchets nucléaires, ils ne meurent jamais. La véritable histoire des Kennedy, c'est un mélange de tragédie antique et de vaudeville. Une pièce magistralement mise en scène et interprétée par un clan, leurs vassaux et leurs ennemis. Une pièce en plusieurs actes, riche en rebondissements, coups de théâtre, liaisons particulières, liaisons dangereuses, inspirée par un roman parsemé d'alliances douteuses, de tentatives de meurtre parfois, de trahison toujours. Lorsqu'on joue au football avec les Kennedy, il faut jouer très très dur, mais il ne faut jamais gagner. Il brûlait la vie par les deux bouts. Son insouciance et les risques qu'il prenait rendaient impossible la réalisation de ses promesses. Si ses promesses avaient été tenues, cela aurait fait plus de bien à son image que l'effort permanent de ses collaborateurs pour dissimuler ce qui était réellement en train de se passer. C'est en maquillant son emploi du temps et en cachant les coups de fil du président qu'ils ont créé autant d'interrogations désastreuses pour son image. John Fitzgerald Kennedy was a scoundrel. Du point de vue moral, le comportement de John Fitzgerald Kennedy était un scandale. L'origine du clan, sa conquête du pouvoir, ses relations avec la pègre, ses histoires de meurtre, ses errements et ses erreurs en politique étrangère, aujourd'hui l'Odyssée Kennedy doit se lire différemment, page par page. C'était un homme trop jeune, trop léger et insouciant que l'on ne pouvait pas prendre au sérieux. Pour la première fois également, un autre regard implacable sur la famille régnante, grâce aux révélations inédites d'anciens serviteurs du plus redoutable adversaire de l'Amérique, l'Union soviétique. Aux États-Unis et en Russie, les mémoires finissent par se réveiller. Les langues de bois se délient, des documents surgissent, des témoins sortent de l'ombre pour la première fois. La face cachée des Kennedy est devenue visible. Acte 1. La Première Guerre mondiale commence ses ravages en Europe. À Boston, un jeune boursicoteur et banquier, fils d'un tenancier de bar d'origine irlandaise, rêve d'ascension sociale. Il épouse Rose Fitzgerald, la fille du maire, se lance dans le cinéma et fait fortune en quelques années. Joseph Kennedy, une figure exemplaire en apparence. Joe était le patron de toutes les activités des Kennedy. C'était un dur. Très riche. Il avait été ambassadeur en Grande-Bretagne. Il avait à la fois beaucoup d'argent et de nombreux contacts dans le monde politique. Il était l'homme de l'ombre, toujours là pour toute décision importante. Joseph Kennedy possédait de nombreux talents. Mais une des choses que l'histoire va devoir écrire, c'est qu'une grande partie de son argent, et il était vraiment très riche, provenait de la prohibition et de la vente interdite d'alcool. Ces faits sont confirmés par des gens tels que Frank Costello, une des grandes figures du crime organisé, et par Doc Satcher, un autre grand de la pègre. Tous ont affirmé, à la fin de leur vie, avoir travaillé avec Joe Kennedy dans le commerce illégal d'alcool. Joe Kennedy, homme d'affaires douteux et ami des truands. Pour ces délits, Joe ne sera jamais inquiété. Mieux, il est même nommé ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne en 1937, avant d'être appelé d'urgence en 1941. If I am called an appeaser because I oppose the entrance of this country into the present war, I cheerfully plead guilty. And so must every one of you who want to keep America out of this war. Joe joue à l'outragé, à l'homme courageux victime de ses opinions. Mais en fait, il n'est pas vraiment diplomate. Ses prises de position en faveur d'une Amérique neutre, dans un pays en guerre, insupportent. Une faute grave, sans oublier les soupçons d'antisémitisme et de contacts répétés avant-guerre avec des responsables de l'extrême droite anglaise et des dignitaires nazis.
Aussi injustifiable que ces bourdes diplomatiques, M. l'ambassadeur Joseph Kennedy continuait ses activités de marchand d'alcool, faisant acheminer vers les États-Unis 200 000 caisses de whisky. Le MI5, le service de contre-espionnage britannique, surveillait les activités de Joe. L'ambassade américaine était sur écoute. Le sujet reste sensible. Les archives du MI5 ne sont toujours pas déclassifiées, donc inaccessibles. Piètre diplomate, remarquable homme d'affaires, mais Joe Kennedy devient, du moins officiellement, persona non grata dans la vie politique américaine. Joe Kennedy était un homme très puissant dans le monde politique. À mon avis, je pense qu'il était même collaborateur avec les nazis. Il était férocement contre l'engagement des États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne, et ce au détriment de sa réputation, de sa famille et de tout le reste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point l'Angleterre était contente d'être débarrassée de lui. Il n'arrêtait pas de dire à Roosevelt de ne pas s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale, au moment même où l'Angleterre avait si désespérément besoin de notre aide. Une affirmation étrange dans la bouche d'un ancien avocat de la mafia? Non, McDonnell sait de qui il parle. Il sait que Joe a commis des fautes, qu'il devra payer cette fois-ci. Joe semble abandonner ses prétentions politiques. Le patriarche est grillé. À ses fils de reprendre le flambeau, avec la poigne du père dans le dos. Pour accéder aux plus hautes marches du pouvoir, il faudra attendre de longues années. Mais la famille ne recule devant rien. Pas même de lier son destin, une nouvelle fois, à celui d'une autre famille, celle du crime organisé. La mafia, sous les traits de Sam Giancana, le parrain de Chicago, un des héritiers de Capone. Comment se fait-il que Joe Kennedy, qui a quasiment fait les mêmes choses que mon père, soit autant vénéré et respecté par la grande majorité du public? Si mon père n'est pas parvenu à fonder une dynastie, c'est simplement parce qu'il n'a pas eu de fils. Il n'a eu que des filles. Comme vous le savez, la mafia n'est pas égalitaire. Je vous garantis que si mon père avait eu des fils, nous aurions notre dynastie, comme les Kennedy. Joe, les Kennedy et la pègre. Joe est Sam Giancana, alias Mooney, face de lune. Comme Joe, Mooney a construit sa fortune grâce à la prohibition. Malgré une soixantaine d'arrestations sur son CV, le parrain de Chicago dirige également les salles de jeu clandestines de Las Vegas et de la Havane. À la fin des années 50, il brasse des millions de dollars et contrôle les syndicats de Chicago. Acte 2. Kennedy, Giancana, huis clos, la première rencontre a lieu pendant l'hiver 59 à Chicago, au 5e étage de ce bâtiment. L'immeuble en question n'est autre que le palais de justice. Dans quelques semaines, des élections primaires, décisives pour assurer la nomination de John Kennedy contre Hubert Humphrey, vont avoir lieu dans l'Illinois. Un fief protestant que John le catholique doit enlever pour rallier le Parti démocrate à sa cause. Pour assurer la victoire, Papa Joe demande à Giancana de rameuter le banc et l'arrière-banc du syndicat du crime. Cette discussion portait uniquement sur l'aide que Sam Giancana pouvait apporter à Kennedy pour qu'il soit élu président. Sam pouvait mettre des hommes dans tous les arrondissements et circonscriptions de Chicago, notamment dans le secteur ouest. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il avait 200 hommes sur le terrain. Ils ont mis leur voiture à disposition afin que le maximum de gens en faveur de Kennedy puissent se rendre au bureau de vote. Ils ont vraiment tout fait pour les aider. Et c'est comme ça que Kennedy a gagné les élections dans l'Illinois et à Chicago. La mafia a-t-elle joué un rôle dans les élections de 1960? Oui. En Virginie-Occidentale, dans l'Illinois, dans les primaires comme lors des élections présidentielles. Sans la pègre, Kennedy aurait probablement perdu les élections. En coopérant et en aidant les Kennedy, mon père espérait qu'il lui foutrait la paix pour faire ce qu'il avait à faire. La mafia ne se contente pas d'assurer la logistique. Faux électeurs, électeurs achetés, caisses noires,
le soutien du milieu est sans faille. Un trucage confirmé par un journaliste. Lui et d'autres ont essayé à l'époque de révéler ce scandale, peine perdue. Son quotidien, le fameux Wall Street Journal, n'a pas voulu sortir l'affaire. Aujourd'hui, il ne reste plus à Roscoe Seaborn